Il manie les idées avec tant d'agilité, même les plus grands funambules sont jaloux de son talent. Mathieu Bock-Côté. Alors, j'ai eu le plaisir de m'entretenir pour mon blog du Journal de Montréal hier avec Martin Lemay, qui est un ex-député du Parti québécois, un ancien qui s'était aussi engagé, dis-je, dans la vie politique montréalaise, et qui, depuis une dizaine d'années, un peu plus que ça, une dizaine d'années, mène une vie d'essayiste à multiplier les ouvrages, et ainsi de suite, sur la situation politique québécoise, sur les idées politiques. Et notre entretien portait notamment, mais pas seulement, sur la vague populiste qui traverse le monde occidental aujourd'hui. Et c'est pour poursuivre cet échange que je le reçois aujourd'hui. Martin Lemay, dis-je bonjour. Mathieu Bock-Côté, bonjour. Alors, donc, dans notre entretien, que nous aurons l'occasion de poursuivre ici, alors prenons le point de départ. Donald Trump, ce soir au New Hampshire, mais Pierre Poilievre à ce qu'on dit, mais est-ce bien vrai? Et les élections européennes dans les prochaines, au mois de juin, où on parle de mouvements populistes en émergence. Comment comprenez-vous cette vague populiste, est-ce que c'est le bon terme d'ailleurs, qui traverse le monde occidental aujourd'hui? Vous avez raison. Est-ce que c'est le bon terme? En fait, il y a comme deux définitions qui se chevauchent quand on parle de populisme. Une définition plutôt positive qui regarde les peuples qui recherchent une réponse politique à des préoccupations qu'ils ont. Et il y a aussi une définition plus négative, et évidemment, dans les médias, c'est surtout celle-là qui est utilisée. Ce sont des hommes et des femmes politiques qui interpelleraient les peuples via, si vous voulez, de sombres sentiments avec des intentions plutôt malveillantes. Personnellement, moi, ce que j'ai observé, en tout cas, c'est surtout la première définition qui m'interpelle, parce que, il faut le dire, il y a eu trois phénomènes ces dernières 10, 15, 20 dernières années qui ont suscité la colère des peuples et qui les ont forcés à chercher une nouvelle réponse politique parce que les partis traditionnels ne répondaient pas à ces préoccupations-là. Alors, il y a évidemment la mondialisation, comme on dit, avec ses perdants, ses gagnants. Les gagnants, c'est les intellectuels, les journalistes, les chercheurs des grandes villes. Les perdants, c'est la périphérie des grandes villes, des régions qui ont perdu des milliers d'emplois au courant des 20 ou 30 dernières années. Le deuxième phénomène qui est apparu, c'est je l'appellerais la mainmise intellectuelle et politique du multiculturalisme. Ça peut être aussi le progressisme ou le wokisme, dépendant de la définition qu'on trouve. Donc, la mainmise sur les débats publics, vous n'avez pas le droit de poser des questions, vous n'avez pas le droit de faire telle affirmation. Donc, cette mainmise-là va dans encore une fois, les médias, les universités, les milieux culturels, où il y a une bonne parole à proclamer si vous voulez faire partie, si vous voulez, du groupe. Et la dernière chose, c'est l'affaiblissement de la souveraineté populaire. On l'a vu, ça aussi, c'est un phénomène des 10, 15, 20 dernières années qui s'est accéléré. La mainmise des tribunaux, la mainmise des traités internationaux sur le destin des peuples fait en sorte que nos parlements, les gens pour qui on vote, ont de moins en moins de pouvoir pour justement prendre en compte les préoccupations des classes populaires et des classes moyennes. Donc, ces trois phénomènes-là se sont conjugués au cours des 20 dernières années et c'est pour moi ce qui explique la colère des peuples parce que les partis traditionnels n'ont pas pris en compte le désarroi, les préoccupations de la population. Alors, vous nous dites dans cet entretien, et j'y reviens, l'expérience populiste au pouvoir jusqu'à ces derniers temps a néanmoins viré à l'échec. Vous pensez à Trump, à Johnson, vous avez probablement d'autres exemples en tête. Donc, comment expliquer l'échec? Enfin, si je vous cite bien, vous nous dites que les populistes n'ont pas besoin des progressistes pour mal paraître. Ils sont parfaitement capables de s'auto-pelure de bananiser, comme aurait dit Parizeau. Est-ce que je décris correctement votre lecture des choses? Tout à fait. Je cherche un mouvement populiste qui aurait gagné le pouvoir et qui aurait travaillé, disons, sérieusement à remplir, si vous voulez, les engagements qu'ils avaient pris face à l'électorat. Donc, ça, c'est le premier problème, c'est que la plupart des mouvements populistes n'ont pas rempli les promesses
qu'ils avaient suscité à l'électorat. Le deuxième phénomène, et là, je veux être quand même, je suis respectueux des gens en politique parce que je sais comment ça peut être difficile, mais il reste que plusieurs dirigeants des mouvements populistes ont manqué de sérieux ces dernières années, là. Ils ont discrédité, en fait, les causes. Ils ont discrédité ce qu'ils défendaient, donc une immigration contrôlée, la création d'emplois en dehors des grands centres, la sécurité publique, augmenter la sécurité publique tant dans les grands centres que dans les régions. Et par leur manque de sérieux, ils ont discrédité ces demandes légitimes de la population. Alors, j'ai hâte de voir comment tout ça va évoluer. Est-ce qu'il y a des gens plus sérieux qui vont prendre la tête des futurs mouvements populistes? Ça reste à voir. Et comme je l'explique dans le texte, le meilleur exemple pour moi, c'est Boris Johnson en Angleterre. Écoutez, il avait toutes les cartes en main pour être au pouvoir pendant de longues années et procéder aux réformes parce qu'il avait une grande majorité à la Chambre des communes. Mais à cause d'une soirée bien arrosée durant la pandémie, il a mis fin à sa carrière politique. Alors, quand je dis un manque de sérieux, c'est un bon exemple. Alors, il nous reste un peu moins de 3 minutes. J'aimerais aussi, évidemment, vous poser quelques questions. Une question à tout le moins sur le Québec, parce que vous avez été député à l'Assemblée nationale, vous avez écrit sur la question québécoise. Dans notre entretien, on parlait de la question de la souveraineté du nationalisme qui revient. Et je me trompe peut-être, mais j'avais l'impression que vous croyiez qu'il y a une fenêtre d'opportunité favorable aux souverainistes en ce moment au Québec. Tout à fait. Essentiellement pour deux raisons. On voit que le gouvernement fédéral marche très rapidement vers une minorisation du fait francophone au Canada et au Québec par ses objectifs délirants d'immigration. Donc, ça, c'est le premier phénomène. Il y avait de l'immigration avant, évidemment, avec tous les problèmes qu'on a connus, mais il reste que à 500 000 annuellement, c'est-à-dire autour de 70, 80, 90 000 au Québec, plus toutes les autres, c'est un chiffre, en tout cas pour le Québec, c'est un chiffre délirant. Donc, il y a ça, le fédéral nous met les Québécois face à un choix. L'autre situation qui pour moi est excellente pour le mouvement indépendantiste, c'est que les Québécois maintenant n'ont plus le choix. C'est le Canada de Justin Trudeau ou c'est l'indépendance nationale et les Québécois sont maîtres de leur destin. Il n'y a plus de fédéralisme renouvelé. Vous savez, des années 60 jusqu'au référendum de 95, c'était le fédéralisme renouvelé, la souveraineté culturelle. Bref, les fédéralistes ont passé par différentes propositions pour justement le projet d'indépendance du Québec. Mais là, aujourd'hui, les fédéralistes, ils acceptent le fédéralisme de Justin Trudeau. Donc, les Québécois sont mis devant une situation qui n'existait pas avant. Ils n'ont plus le choix. C'est le Canada de Justin Trudeau ou c'est l'indépendance. Alors, il nous reste 1 minute. Alors, tout simplement, dans l'entretien, vous dites le Parti québécois, s'il prenait le pouvoir, prend le pouvoir, et un référendum rapide pour forcer le jeu? Ben, rapide, le terme rapide est relatif, là, mais il faut profiter effectivement du fait, quand vous prenez le pouvoir, et ça, je crois que M. Parizeau l'avait bien compris en 95, en prenant le pouvoir, vous devez profiter immédiatement de l'élan que le pouvoir vous donne pour, si vous voulez, imposer votre agenda politique très rapidement. Si vous attendez, là, vous allez tomber dans la gestion du ministère de la Santé, du ministère de l'Éducation. Et évidemment, si vous déclenchez un référendum, vous devez aussi gérer les ministères, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est que le temps d'attention d'un homme ou d'une femme politique peut pas être trop, si vous voulez, écartillé. Donc, à ma suggestion, moi, je crois que le Parti québécois devrait déclencher rapidement le référendum pour profiter du fait qu'il est maintenant au pouvoir. Alors, nous verrons s'il en est bien ainsi dans quelques années. Martin Lemay, c'est un plaisir de vous recevoir et j'invite nos auditeurs à lire notre entretien sur mon blog du Journal de Montréal, un entretien tout à fait passionnant sur la situation politique présente. Martin Lemay, merci.